Je vais bien sûr me joindre au concert de remerciements qui a été adressé aux organisatrices pour bien sûr cet accueil qui a été très agréable, mais également bien sûr l'organisation de ce colloque qui est d'une qualité scientifique, je pense que nous pourrons tous convenir, remarquable. Donc je vais essayer de ne pas trop baisser le niveau. Donc pour ma part, on a introduit mon sujet. Il y aura des retours sur des choses qui ont déjà été dites, mais je vais essayer d'évacuer au maximum les répétitions. Donc, depuis que l'Union a acquis une compétence en matière d'investissement direct étranger en 2009, des tribunaux d'investissement ont été inclus dans les accords de nouvelle génération. Ça, on commence à l'avoir compris. Alors qu'ils soient des organes arbitraux, comme c'est le cas dans l'accord Union européenne-Singapour, ou des juridictions de droit public, comme c'est le cas dans le CETA, ces tribunaux ont vocation à accueillir des requêtes d'investisseurs qui souhaitent protéger des investissements qu'ils ont engagés à l'étranger. Dans une note de synthèse du 5 mai 2015, la Commission européenne soulignait que cette protection juridictionnelle internationale était nécessaire dans la mesure où je cite, les investissements sont essentiels pour la croissance et la création d'emplois. L'idée sous-jacente est bien sûr et tout simplement que la dynamisation des flux internationaux de capitaux permet la protection des investissements qui permet elle-même de dynamiser l'économie dite réelle. Le problème est que, cela a été dit ces derniers jours, différents tribunaux d'investissement ont accueilli un certain nombre de requêtes qui ont pu nourrir un sentiment de défiance à leur égard au sein de la société civile européenne. Je ne prends qu'un exemple, la fameuse affaire Vattenfall actuellement pendante devant le CIRDI. Pour rappel, en 2012, l'entreprise suédoise productrice d'électricité a réclamé 4,7 milliards de dommages et intérêts à l'Allemagne en raison de la décision de son gouvernement de fermer 2 centrales nucléaires suite à la catastrophe de Fukushima. Évidemment, on a là une action qui est engagée contre une mesure qui avait pour objet de protéger l'environnement et la santé publique, et cela a été préjudiciable à l'image de ces systèmes, de ces tribunaux d'investissement, auprès de la société civile allemande bien sûr, mais auprès de la société civile européenne plus généralement. Il faut bien sûr préciser qu'il n'y a pas encore eu de décision, c'est la simple requête, mais il a suffi d'une requête pour que tout de même l'image de ces juridictions compétentes en matière d'investissement soit écornée. Alors, cette défiance de la société civile vis-à-vis des tribunaux d'investissement a bien sûr eu des prolongements politiques. On a vu ensemble la question de l'initiative citoyenne européenne Stop TTIP et CETA, dont la Commission est enjointe de reconnaître la validité suite à l'arrêt du tribunal qui a été présenté ce matin. On a également mentionné l'opposition du gouvernement wallon incarné par le très élégant et donc très orateur Paul Magnette, qui a exigé que le système de règlement des différends du CETA ne soit pas de nature arbitrale pour apposer sa signature au CETA. C'est donc contre vents et marées que les négociateurs des accords de nouvelle génération continuent d'introduire au sein de ces accords des organes de règlement des différends qui sont compétents en matière d'investissement. Donc toujours vraiment, c'est vraiment ça le noyau, soucieuse de dynamiser la croissance européenne, l'Union a vraiment mis à profit sa nouvelle compétence en matière d'investissement pour externaliser le contrôle juridictionnel des accords de commerce et d'investissement de nouvelle génération. Alors la question très simple à laquelle je souhaite répondre maintenant, c'est est-ce qu'il existe un réel gain du point de vue de la protection juridictionnelle effective à la création de ces tribunaux compétents en matière d'investissement? C'est le point de vue des particuliers, des personnes privées. D'un point de vue plus objectif, et c'est finalement l'intitulé de ma communication, y a-t-il un gain pour l'effectivité du droit international à la création de ces juridictions compétentes en matière d'investissement?
Pour répondre à cette question, il y a bien sûr lieu d'examiner quelques grands traits caractéristiques de ces tribunaux d'investissement créés par les accords de nouvelle génération. Je m'appuierai principalement sur l'exemple du tribunal CETA et je soulignerai certaines carences du mécanisme procédural qui, de mon point de vue, marque donc le mécanisme procédural créé par le CETA. Je présenterai par la suite une série d'arguments qui me permettent d'avancer qu'il aurait été finalement peut-être préférable de confier la charge du contentieux des accords de nouvelle génération aux juridictions internes de l'Union européenne et donc de nos partenaires commerciaux, bien sûr. Mais nous verrons, pour terminer, que le plus grand péril qui menace l'effectivité des accords de nouvelle génération, c'est l'absence de juridiction. Parce que, nous allons le voir, il n'y a pas de juridiction interne compétente, et le risque, qui a été rapidement évoqué déjà, c'est que les tribunaux d'investissement qui ont été créés soient anéantis par un avis négatif ou un arrêt de la Cour de justice. J'évoquerai cette hypothèse dans un troisième mouvement. Donc je parle en français, mais je fais une entorse au principe du plan en deux parties. Donc commençons par le réel et l'analyse du mouvement actuel d'internalisation du contentieux des accords de nouvelle génération. Le premier élément qui a permis cette internalisation, c'est le fait que l'attribution de ce contentieux aux juridictions internes a été exclue par les négociateurs au traité des différents accords de nouvelle génération. Il faut ici bien sûr commencer par rappeler que la Cour de justice et les juridictions des États membres ne peuvent appliquer les accords internationaux que dans l'hypothèse où ils sont revêtus de l'effet direct. Or, la Cour de justice ne peut attribuer un effet direct à un accord international conclu par l'Union que dans l'hypothèse où cette question n'a pas été préalablement tranchée par les négociateurs au traité. Et le problème, c'est que les accords de nouvelle génération contiennent pratiquement tous une clause excluant l'effet direct de l'ensemble de leurs dispositions. Alors je ne peux pas faire un inventaire à l'après-vert, mais c'est présent dans le CETA, dans l'accord UE-Vietnam, dans l'accord qui nous lie à Singapour, et c'est prévu dans le TTIP si un jour il voit justement le jour. Or, selon une jurisprudence constante, bien sûr, seuls les accords internationaux dotés de l'effet direct peuvent être invoqués par des personnes privées devant la Cour de justice et les juridictions des États membres. Donc en agissant de la sorte, les négociateurs ont réellement scellé le destin interne des accords internationaux de nouvelle génération, des accords commerciaux de nouvelle génération. Ils n'ont pas de destin interne. Les personnes privées ne pourront donc pas s'adresser aux juridictions internes. Ils ne pourront s'adresser qu'au système juridictionnel international qui ont été créés par les différents accords de nouvelle génération. Mais le problème, c'est que ces mécanismes de règlement des différends qui ont été institués par les accords de nouvelle génération ont quelques carences, j'en citerai deux, qui laissent présager une garantie juridictionnelle du respect de cet accord, de ces accords, les accords de nouvelle génération, qui sera, de mon point de vue, très perfectible. Comme annoncé, je m'appuierai sur l'exemple du CETA pour étayer cette idée. D'abord, les systèmes juridictionnels d'investissement pâtissent du caractère limité de leur pouvoir de sanction. De fait, les tribunaux d'investissement sont compétents pour ordonner l'indemnisation d'un préjudice causé par la violation d'une des dispositions des accords de nouvelle génération. Une disposition qui doit être liée au droit de l'investissement tout naturellement. En sa qualité de juridiction de droit international public, un tribunal d'investissement n'a tout naturellement pas le pouvoir d'annuler l'acte qui est contraire à l'accord de nouvelle génération, qui ne peut pas annuler l'acte qui a généré le préjudice. L'article 8.31.2 du CETA précise d'ailleurs à cet égard que le tribunal d'investissement du CETA n'a pas de compétence pour statuer sur la légalité d'une mesure contraire à cet accord. Le contentieux des accords de libre-échange et d'investissement, en tout cas pour ce qui concerne le contentieux suscité par les personnes privées, sera cantonné au domaine de la responsabilité.
Plutôt que d'annihiler ou plutôt que de corriger les violations des accords de nouvelle génération, il sera seulement question pour l'Union européenne et les États membres d'indemniser les conséquences préjudiciables de ces violations. Cette situation pourrait bien sûr jouer au détriment de l'effectivité des accords de nouvelle génération. Leur bon respect sera en effet tributaire de la bonne volonté des parties au litige. On peut exiger d'un État condamné par un tribunal d'investissement de verser une somme qui indemnise le préjudice, bien sûr. En revanche, on ne peut pas exiger qu'il supprime de son ordonnancement juridique l'acte qui a suscité le préjudice. Le second problème réside dans le fait que le champ de compétences matérielles des tribunaux d'investissement est limité. S'agissant de l'accord CETA, les particuliers n'ont de qualité pour agir que dans les domaines qui relèvent du chapitre 8 de l'accord CETA et donc de la protection des investissements. Les autres volets du CETA, notamment les dispositions qui prohibent les entraves à la libre circulation des marchandises, qui promeuvent la libre prestation de services ou qui régulent le droit de la propriété intellectuelle, ne pourront pas être invoqués par des particuliers devant les tribunaux d'investissement. Alors il est vrai que l'organe arbitral qui règle les litiges interétatiques, qui est créé par l'article 29 du traité CETA, pourra traiter de ces questions qui relèvent de l'ensemble du champ d'application du CETA, donc de la libre circulation des facteurs de production, mais il ne pourra être saisi, cet organe arbitral ne pourra être saisi que par les États. Du point de vue de la protection juridictionnelle des personnes privées, il s'agit là donc d'une importante lacune des accords de nouvelle génération. Seul le droit des investissements est protégé par une juridiction, puisque les dispositions, donc je le répète, relatives à la libre circulation des facteurs de production ne sont invocables ni devant les juridictions internes, ni devant les juridictions internationales, en tout cas lorsqu'il s'agit des personnes privées. Par ces deux traits caractéristiques du tribunal CETA, j'ai rapidement voulu mettre en évidence le fait que la protection juridictionnelle offerte aux personnes privées par les accords de nouvelle génération conclus par l'Union n'est pas parfaitement convaincante. Ces défauts de l'internationalisation du contentieux des accords de nouvelle génération sont sans doute perceptibles avec davantage d'acuité si on met en parallèle cette protection juridictionnelle que je viens de décrire avec la protection juridictionnelle qu'auraient pu garantir les juridictions internes si elles avaient pu appliquer ces accords. Donc ce second scénario se détache du réel et tient à présenter la situation juridique dans laquelle on se serait trouvé si les clauses d'exclusion de l'effet direct que j'ai présentées dans un premier mouvement n'avaient pas été introduites dans les accords de nouvelle génération. Il s'agit donc de développement d'une analyse des legge ferenda. Dans le cadre de celle-ci, il convient d'abord de déterminer si, en l'absence de clause d'exclusion de l'effet direct, l'invocabilité de ces accords aurait pu être reconnue par la Cour, parce que cela n'est pas mécanique, bien sûr. Il faut pour cela revenir aux fondamentaux du droit de l'Union européenne et rappeler que c'est un ordre juridique moniste, constitutionnellement ouvert au droit international, et donc, en vertu de la jurisprudence international fruit, il n'est pas exigé qu'une loi de transformation soit adoptée pour qu'un accord international intègre l'ordre juridique de l'Union. Cependant, il ne suffit pas qu'un accord international intègre l'ordre juridique de l'Union pour qu'il soit invocable. Il faut que lui soit attribué par la suite par la Cour de justice l'effet direct. Se pose ainsi la question de savoir si les accords de nouvelle génération auraient pu être revêtus de l'effet direct. Deux indices permettent de répondre par la positive, de mon point de vue, encore une fois. Un indice historique, les accords commerciaux de génération précédente, qui nous liaient par exemple à la Russie, à la Turquie ou au Maroc, ont été jugés d'effet direct par la Cour de justice. Or, les accords de nouvelle génération sont traditionnellement présentés comme les successeurs historiques de ces accords que je viens de mentionner. Donc, en l'absence de clause d'exclusion de l'effet direct, elles auraient eu, en tout cas, vocation à produire un effet direct. De surcroît, le deuxième indice qui permet de supposer l'effet direct, c'est que nombre de leurs dispositions, par exemple celles qui prohibent les entraves à la libre circulation des marchandises ou celles qui prohibent les entraves à la libre prestation de services, satisfont le critère selon lequel une disposition doit atteindre directement par elle-même la situation juridique des personnes privées.
Il paraît donc probable que la Cour aurait reconnu l'effet direct de nombreuses dispositions des accords de nouvelle génération en l'absence d'une clause d'exclusion de l'effet direct. Mais bien sûr, maintenant se pose la question de savoir quel aurait été l'intérêt de l'invocabilité de ces accords internationaux par les particuliers. Alors, je vais essayer de mettre en évidence l'intérêt de l'Office des juridictions internes en mettant en parallèle certaines de ces caractéristiques avec les carences que j'ai précédemment présentées concernant les systèmes juridictionnels internationaux de protection des investissements. D'abord, donc, les juridictions internationales, les juridictions internes, ont des pouvoirs de sanction plus étendus. Les entreprises investisseuses auraient pu bien sûr attaquer la légalité des actes de l'Union, soit directement via un recours en annulation, soit incidemment via une exception d'illégalité ou un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Ces entreprises investisseuses auraient pu attaquer devant les juridictions des États membres les mesures des États membres contraires, par exemple au CETA, la Cour de justice pouvant être consultée via un renvoi préjudiciel en interprétation dans le cadre de ce type de problématique. Autrement dit, l'idée est que, tout comme les tribunaux d'investissement, les juridictions peuvent statuer sur la responsabilité extra-contractuelle de l'Union et des États membres, mais au-delà, les juridictions internes peuvent également statuer sur la légalité des actes qui ont suscité le préjudice. Si le contentieux des accords de nouvelle génération leur avait été confié, les juridictions internes auraient été vraiment compétentes pour annuler les actes des institutions de l'Union et des États membres contraires aux accords de nouvelle génération. Et cela aurait pu, encore une fois de mon point de vue, immanquablement contribuer à une meilleure effectivité de ces accords. Le second intérêt de la décentralisation du contentieux des accords de nouvelle génération se trouve simplement dans le fait qu'il n'y aurait pas le même problème de champ matériel de compétence de la juridiction. Les juridictions internes auraient pu statuer en matière d'investissement, en matière de libre circulation des marchandises, en matière de libre prestation de services. Il n'y aurait pas eu les mêmes problématiques de champ matériel de compétence que celles que l'on trouve concernant les juridictions internationales. Il n'en reste pas moins que la voie de la justiciabilité interne des accords de nouvelle génération a été écartée. Mais on a donc des juridictions internationales. Mais il reste un troisième scénario pour lequel il me reste un troisième scénario, le scénario donc apocalyptique, si j'ose dire, dans lequel il n'y aurait plus de juridiction internationale et plus non plus de juridiction interne. Alors je rappelle que le gouvernement belge a fait savoir le mois dernier, donc en mai, qu'il souhaitait, qu'il comptait dans un avenir proche saisir la Cour pour obtenir d'elle un avis sur la conformité du système de règlement des différends du CETA avec le droit primaire de l'Union, et cela bien sûr au nom des Wallons dont on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Or, aujourd'hui, beaucoup de membres de la doctrine européaniste considèrent que, en tout cas depuis l'avis de 13, que les derniers prolongements de la doctrine de l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union auraient pour implication que ces systèmes de règlement des différends pourraient être jugés contraires au droit primaire de l'Union. Tout particulièrement du fait de la compétence d'interprétation des accords de nouvelle génération qui est indirectement dévolue au système de règlement CETA, par exemple, dans le cadre de ces accords. Bon, on sait qu'au terme d'une jurisprudence constante, seule la Cour de justice a en principe compétence pour interpréter le droit de l'Union. Alors, certes, le CETA donne des gages de bonne volonté à la Cour de justice de l'Union européenne en la matière, en indiquant que les traités et le droit dérivé seront interprétés selon l'interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités des parties, c'est l'article 831.2, si bien qu'en principe, pour prononcer ces décisions, le tribunal retiendra une interprétation du droit des parties qui sera dictée par leur jurisprudence interne. Mais le problème, c'est que aucune précision n'est apportée sur ce que fera le tribunal en l'absence d'interprétation dominante. L'accord CETA n'a pas prévu de système de consultation préalable de la Cour de justice. Or, je n'ai pas le temps de détailler, mais de toute façon, beaucoup d'entre vous le savent, la Cour de justice, dans l'avis de 13, a exigé
d'une certaine manière, que dans ce type de litige où est contestée une mesure, un acte juridique de l'Union, la Cour de justice soit préalablement consultée pour délivrer son interprétation du droit de l'Union, sur le fondement de laquelle la juridiction internationale tranchera le litige par la suite. Il y a donc lieu d'envisager l'hypothèse dans laquelle la demande d'avis belge donnerait lieu à un avis négatif. Et dans cette hypothèse, ni juridiction internationale, ni juridiction interne. En 2 mots, pas de justiciabilité pour les particuliers. Donc, on se retrouve dans une situation, finalement, où les clauses d'exclusion de l'effet direct nous amènent dans une situation périlleuse, non seulement du point de vue de la protection juridictionnelle effective des particuliers, mais également du point de vue de la question plus objective, mais je vois que certains en doutent, de l'effectivité du droit international. Et je vous remercie.